Donald Trump qui tousse, mais nous, on respire un peu mieux depuis hier. Le président américain vexé après la décision, c'était hier soir, de la Cour suprême d'annuler une bonne partie des droits de douane qui nous pesaient sur la Quan, basée d'ailleurs sur, là aussi, sous votre contrôle. Ma chère Magali, c'est un peu sa campagne, c'est un peu sa marque de fabrique et c'est un peu son arme fatale. Écoutons le président américain très très en colère. La décision de la Cour suprême sur les droits de douane est profondément décevante. Et j'ai honte de certains membres. Honte de voir qu'ils n'ont pas eu le courage de faire ce qui est bon pour notre pays. Les pays étrangers qui ont profité de nous pendant des années sont extrêmement heureux. Tellement heureux qu'ils dansent dans les rues. Mais ils ne vont pas danser longtemps, je peux vous l'assurer. Encore des menaces, mais l'arme est sérieusement émoussée. On va retrouver d'ailleurs Sonia Dridi, notre correspondante depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Non loin d'un Donald Trump, Sonia, en colère, touchée, vexée, je ne sais pas comment le qualifier. Oui, c'est un Donald Trump très remonté qui s'est exprimé depuis la salle de presse de la Maison-Blanche après l'annonce de la décision de la Cour suprême. Il a parlé d'une mauvaise décision. Il a dit qu'il avait honte de certains juges. Il a même accusé certains d'avoir agi sous influence étrangère sans donner aucune preuve. Donald Trump qui a confié avoir été surpris depuis le début de son second mandat. Les contre-pouvoirs sont très affaiblis, donc il a l'habitude d'avoir le champ libre. Il ne se laisse pas abattre. Il a annoncé qu'il allait signer un décret pour imposer un droit de douane mondial de 10%. C'est également un revers pour sa diplomatie puisqu'il s'est beaucoup servi de ces droits de douane comme levier pour négocier. Merci beaucoup Sonia. Magali, oui c'est un revers, peut-être plus encore. On en parlait hors antenne, Trump a des rendez-vous très très importants et ça risque de bouleverser son planning. Non, mais c'est un coup de tonnerre, en fait, ce qui s'est passé hier, cette décision de la Cour suprême. On voit d'ailleurs la violence avec laquelle il attaque les juges de la Cour suprême. Il en a nommé 3 lors de son premier mandat. Il était persuadé de pouvoir compter sur une majorité. Eh bien non, il y a la séparation des pouvoirs aux États-Unis et cette Cour, elle a jugé en son âme et conscience et peu importe les pressions politiques. Alors c'est un revers cinglant parce qu'en effet, comme le dit Sonia, les droits de douane, c'est vraiment le cœur de sa politique économique. Il y a quand même depuis le début. Et depuis le mois d'avril, depuis que ces droits de douane sont en place, les États-Unis ont récupéré quand même 200 milliards. Donc maintenant, il va falloir savoir. Ça, c'est la grande question. Il va falloir les rendre alors. Parce qu'il va falloir. C'est-à-dire que s'il y a eu une affaire, c'est bien parce qu'il y a des entreprises qui veulent récupérer leur argent. Donc vous imaginez les procès multiples qui vont durer pendant des années pour essayer de récupérer justement cet argent. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ? 200 milliards à récupérer. On voit bien aussi à quel point, vous parliez de ce rendez-vous important, pour Donald Trump, c'est extrêmement compliqué de l'expliquer à son électorat. Il y a un rendez-vous très très important, c'est mardi soir aux États-Unis, Donald Trump qui va s'exprimer devant le Congrès, les 2 chambres réunies, c'est le discours sur l'état de l'Union, c'est tous les ans au même moment et c'est le moment finalement où Donald Trump tire le bilan de l'année écoulée. Vous regardez le bilan, finalement sa politique économique, on voit bien qu'il y a un ralentissement de la croissance économique. Il ne peut plus, a priori, compter sur ses droits de douane, même si on voit bien qu'il va certainement trouver d'autres stratagèmes pour les mettre en place. Mais 10%, en tout cas, ce qu'il nous promet, on est loin des 50, 100, 200%. Sa politique migratoire, elle est très contestée aussi. Il a dû faire marche arrière aussi à Minneapolis, quand même, avec l'ICE face aux polémiques. Donc, quelle va être la teneur du discours sur l'état de l'Union mardi soir ? Ça va être extrêmement intéressant et vous pourrez le suivre d'ailleurs en direct sur LCI. Mais on y compte bien. Commentaire justement sur ce président vexé. Alors, restez bien avec nous parce que vous verrez qu'un président vexé, c'est un président qui peut frapper. Et on reparlera de ce qui va se passer dans les heures ou les jours à venir face à l'Iran. Mais d'abord sur ce coup de tonnerre, coup de massue, parce que c'était l'arme de Donald Trump, ce droit de douane. Alors c'était à la fois effectivement l'arme fatale pour Donald Trump, c'était aussi l'ossature de son projet économique parce que
on parle, alors les experts peuvent varier un peu sur le montant des recettes prévues, entre 175 et 200 milliards en effet, mais c'est de cet ordre-là, et c'est de l'argent qui était promis finalement aux Américains, qui devait être redistribué notamment à certains ménages, à certains foyers, et donc ça faisait partie de son argument électoral. Notamment pour l'immobilier, hein, pour se loger, voilà, les parce soins. qu'il y a un grand problème effectivement d'accès à la propriété maintenant aux États-Unis. Il y a eu la question des taux d'intérêt qui maintenant ont tendance un peu à baisser, mais la réalité c'est que c'était quand même un argument électoral de poids qui a été très utilisé d'ailleurs pendant la campagne, et aujourd'hui il se retrouve forcément un peu démuni. Donc ça c'est la première leçon. Le deuxième élément qui me paraît intéressant sur le plan international cette fois, c'est dans sa relation avec les pays étrangers, parce que là il avait réussi à négocier ou à imposer par la force finalement de la négociation léonine des droits de douane extrêmement importants, mais de gré à gré, si l'on peut dire, avec des pays. Et là, il est obligé d'imposer des droits généraux. Et ça, il n'aime pas du tout, parce que ça, finalement, ça revient à une globalisation. Lui, il préfère discuter en bilatéral avec ses interlocuteurs. Et puis, il y a quand même un autre point qui est important, c'est que dans ce que dit la Cour suprême, il y a un message qui est envoyé au Congrès. La Cour suprême dit au Congrès: il faut que vous repreniez vos prérogatives. Vous n'auriez jamais dû accepter que Trump impose tout seul, finalement, ces tarifs exorbitants. C'est à vous de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir qui vous incombe. Et donc, c'est aussi un message, je crois, très fort, parce que jusqu'à présent, le Congrès était paralysé. Le fait que la Cour suprême dise: attention, vous avez encore ces pouvoirs, il faut les utiliser, ça va changer l'ordre des choses. Ça va peut-être redonner le moral, notamment aux démocrates. Président qui pleure, président qui rit. Ce matin, Emmanuel Macron, en arrivant au salon de l'agriculture, ne s'est pas privé de réagir sur ce qui est arrivé à Donald Trump. On va l'écouter. Je constate que le président Trump, quelques heures, a dit qu'il avait repris des textes pour avoir de nouveaux tarifs, mais alors ceci plus limités et pour tout le monde. Donc on va regarder exactement les conséquences, ce qui peut être fait, et on va s'adapter. Au fond, nous, qu'est-ce qu'on veut ? Continuer à exporter et le faire avec les règles les plus loyales qui soient. Et donc les plus loyales qui soient, c'est de la réciprocité et pas subir des décisions unilatérales. On parlait business avec Magali pendant l'expression présidentielle en disant « il ne faudrait pas trop se réjouir ». Mais, général, je vais juste reprendre sur un point, et notamment ce duel, ce face-à-face, cette façon de négocier de Donald Trump. Alors, on n'oublie pas le Groenland quand même, parce que c'est un échec pour le président américain, et pourtant il y avait une pression. Et puis, je crois qu'il y a un déplacement bientôt en Chine, où il doit rencontrer Xi Jinping. Et là, c'est un sacré coup. Nul doute que Pékin va s'en servir. Peut-être, mais moi, d'abord, une remarque générale, c'est qu'on a beaucoup glosé sur ces nominations à la Cour suprême des États-Unis, en disant que parce qu'on nommait... Trump avait nommé des membres qui lui étaient favorables, que ça allait lui permettre d'avoir tous les pouvoirs. On a simplement oublié que ces personnes sont des juristes, qu'ils ont une loyauté vis-à-vis de la fonction qu'ils représentent, et que ce n'est pas passé... C'est rassurant. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi c'est le premier rappel qui m'a parlé. C'est-à-dire que oui, nous sommes à la Cour constitutionnelle, oui, nous pouvons être proches de Trump, peut-être, mais nous faisons notre job. Et notre job, c'est de dire ce qui est possible de faire ou ne pas être fait. C'est une réponse à ceux qui disaient que l'Amérique n'est plus totalement une démocratie. On a quand même un équilibre des pouvoirs qui est créé et une Cour constitutionnelle qui fonctionne. Donc je crois que c'est quand même essentiel. Le deuxième point, effectivement, nous sommes dans un rapport de force, mais ce que disait peut-être Magali tout à l'heure, c'est que oui, il y a eu un coup d'arrêt à certains tarifs douaniers, mais que tous ne sont pas concernés. Et que globalement, la lutte sur les tarifs douaniers va continuer, et sans doute sous une autre forme. Alors comment on va s'exprimer ? C'est quoi une autre forme ? Parce que vous êtes deux à parler d'autres formes. D'abord, l'automobile allemande, par exemple, enfin l'automobile en général, n'est pas concernée par cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les taxes sont toujours maintenues. Donc c'est sur certains produits et pas sur d'autres. Et puis d'un point, la nouvelle politique de Trump, c'est de dire maintenant je mets 10% sur tout.
si j'ai bien compris l'affaire. Alors maintenant, comment ça va s'exprimer? C'est encore Alors, il le peut pour 150 jours par décret. Voilà, c'est 150 jours. Mais ça ne fait pas une économie, 150 jours. Alors après, il va essayer de repasser peut-être devant le Congrès, mais là, il va manquer de majorité. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des accords commerciaux qui ont déjà été signés. Donc. Je pense évidemment à nous, à l'Union européenne. Que va devenir cet accord ? Qu'est-ce qu'on va décider de faire ? Le processus est encore en cours au Parlement européen. Et c'est vrai que du côté de Bruxelles, on est... Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les Européens, mais que fait-on de cet accord ? Est-ce qu'on décide de le déchirer complètement, de le mettre en pause, comme ça avait été décidé à un moment, justement, au moment du Groenland ? On voit qu'au Parlement européen, d'ailleurs, il y a une réunion d'urgence qui est convoquée lundi, que la Commission européenne est extrêmement prudente et dit être en contact étroit avec l'administration américaine pour obtenir des éclaircissements. Finalement, ce qui est très mauvais pour le commerce, c'est l'incertitude. Et en fait, cette incertitude, aujourd'hui, elle n'est pas levée, parce que personne encore ne sait ce que peut encore nous réserver Donald Trump. Donc les entreprises restent extrêmement prudentes. Martine, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou je retiens quand même ce son de cloche de Magali, oui, c'est peut-être une victoire d'une forme de démocratie pour nous dire que l'Amérique est en bonne santé, mais c'est une incertitude qui risque de peser. Oui, bien sûr, mais enfin moi je retiens surtout quand même, au-delà de tout, qu'on redécouvre la démocratie américaine. Et ça, c'est quand même... C'est vraiment capital. C'est très important parce que ça peut aussi faire réfléchir d'autres pays qui entendent restreindre les pouvoirs des cours suprêmes, certains types de régimes illibéraux, et finalement peut-être mettre un coup d'arrêt, en tout cas faire réfléchir des gens qui ont pris le Trumpisme comme l'axe idéologique triomphant, tonitruant, victorieux. Pas du tout, on n'y est pas du tout. Heureusement, les USA, l'Amérique a des contre-pouvoirs et ils marchent. Enfin, quand même, il faut le répéter, sur les 6 juges qui ont dit non, qui ont dit niet, qui ont dit no, il y en avait 3 de conservateurs tout de même. 3 qui auraient dû être à la botte de Trump. Ben non, ils ont été à la botte des valeurs de leur pays. Et avant les élections de mi-mandat, on peut se dire aussi que ça redonnera un peu d'air à cette Amérique qui conteste aujourd'hui Donald Trump, notamment dans ses décisions. Je vous laisse la parole dans un instant. Je voudrais saluer Sylvia Micone qui nous a rejoint. Merci beaucoup, Sylvia. Avec vous, on va commenter notamment, je dis bien notamment, une image. On peut la revoir, cette image. Il s'agit du plus grand porte-avions du monde. On a l'image depuis ce matin. Ça s'est passé hier. Regardez, il est en Méditerranée, c'est officiel, avec son armada. Et il se dirige vers les côtes iraniennes. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que peut-être que Donald Trump sera tenté de faire passer cet échec dans une guerre face à l'Iran et de passer de la menace aux actes. On va se poser la question. Mais d'abord, écoutons justement le désarroi du président américain. La Cour suprême a déclaré que je n'avais pas le droit de faire payer ne serait-ce qu'$1. Je ne peux pas faire payer $1 à un pays dans le cadre de l'IEPA. Je suppose que c'est pour protéger les autres pays. Cela a dû être fait pour protéger ces autres pays. Certainement pas les États-Unis d'Amérique, qu'ils devraient avoir intérêt à protéger. C'est ce qu'ils sont censés protéger. Mais je suis autorisé à interrompre tout commerce ou toute activité commerciale avec ce même pays. En d'autres termes, je peux détruire le commerce, je peux détruire le pays. Je suis même autorisé à imposer un embargo qui détruit un pays étranger. Je peux faire tout ce que je veux, mais je ne peux pas facturer $1. Et non, alors on peut revenir bien évidemment sur ce désarroi du président américain, Sylvia, mais puisqu'il peut détruire un pays, renverser un régime, eh bien il peut compter sur une armée qui ne cesse de grossir. On va manquer de place bientôt en Méditerranée. Oui, l'armada effectivement déployée au Moyen-Orient, elle est impressionnante. C'est la plus grande puissance aérienne dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. C'est ce que nous détaille le Wall Street Journal. Et c'est un tiers de la marine américaine qui cerne l'Iran. Un second porte-avions, on l'a vu il y a quelques instants, est en route. Le voici passant le détroit de Gibraltar sur ces images. L'USS Gerald Ford
le plus grand du monde, chargé d'avions d'attaque, de guerre électronique, à 90 appareils à bord. Il devrait arriver d'ici 2 jours dans la zone. Ces derniers jours, effectivement, on a vu des dizaines d'avions de chasse, d'appareils de soutien voler depuis les États-Unis et l'Europe vers des bases en Jordanie et en Arabie Saoudite. Ce sont les données de suivi de vol qui nous l'indiquent. Il s'agit notamment, on va le voir sur cette image satellite, de la base de Mouafaq Saïti en Jordanie. Des F-13, des F-35, des F-15, des F-16 sont sur place. Près de 60 appareils, selon ces images satellites, dont des avions de reconnaissance. Mais ça évolue, puisque ça continue d'arriver. Le déploiement des chasseurs de pointe se poursuit au Moyen-Orient, avec des ravitailleurs aussi au sol et les appareils de coordination, sans oublier les systèmes de défense aérienne qui ont été déployés dans la région ces dernières semaines. Et sans oublier, s'il y a tout ce qu'il y a déjà dans la région. Oui, la marine américaine déploie actuellement 13 navires au Moyen-Orient et en Méditerranée, dont le porte-avions Abraham Lincoln et ses 9 destroyers capables de se défendre contre les missiles balistiques. Objectif, donner la possibilité aux États-Unis de mener une guerre longue, loin de la frappe qu'elle a effectuée effectivement en juin dernier contre 3 sites nucléaires iraniens. Et toutes les armes, Christophe, ne sont pas déployées au Moyen-Orient. N'oublions pas non plus la précieuse base américano-britannique de Diego Garcia. Elle est située là-bas, effectivement, dans l'océan Indien, d'où partent les bombardiers furtifs B-2, ceux-là même qui ont mené des frappes contre les Houthis au Yémen l'an dernier. Juste pour vous donner un ordre d'idée, lors de l'opération en Irak en 2003, les États-Unis avaient déployé 863 appareils au Moyen-Orient. En 1991, pour Desert Storm, 1300 avions avaient été mobilisés selon le magazine Air and Space Forces. La situation, elle est différente aujourd'hui. Bien sûr, pas de force terrestre. Les États-Unis sont seuls, sauf si Israël les rejoint. L'Arabie Saoudite, les Émirats ont décidé d'interdire le survol de leur espace aérien. C'est pourquoi une grande partie des avions de combat sont en Jordanie. L'armée de l'air est bien plus réduite aussi, mais il y a la technologie militaire, effectivement, qui a fait des bons géants. Merci beaucoup, Sylvia. Absolument impressionnant.